heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Mono, la voix de l'Okossa. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue aux discussions qui s'intéressent aujourd'hui au débat politique relativement aux élections générales de 2026, de même qu'à la gouvernance du pays pendant les 90 prochaines minutes. Nous allons analyser avec l'invité déjà assis autour de notre table de production la suite à donner aux nombreux appels à la relecture du code électoral au regard de toutes les polémiques en ce moment, l'audit du fichier électoral en cours, l'animation de la vie politique à quelques mois des prochaines élections, le fonctionnement du cadre de concertation des partis de l'opposition et surtout sa participation à l'élection présidentielle de 2026. Plusieurs personnes, membres du parti politique, les démocrates, montent ces derniers temps au créneau pour dénoncer les interdictions opposées à plusieurs de leurs regroupements. Eh bien, la loi sur la royauté et la chefferie traditionnelle sont autant de sujets au menu de cette émission. Pour le compte de ce dimanche 23 mars 2025, l'émission reçoit l'honorable Léon Rossi, député à l'Assemblée nationale, 9e législature, deuxième vice-président du Parlement et troisième vice-président du Parti Les Démocrates. Honorable Rossi, bonjour. Bonjour, monsieur Sen. Merci de répondre à notre invitation. J'espère que vous vous portez bien. Relativement bien, ça va. D'accord. Chers auditeurs, pour vous qui ne manquez pas ces occasions de radio, votre contribution est très attendue dans cette production. 3 numéros pour interagir en son temps avec nous: 01 67 28 67 28, 01 94 43 65 66 ou encore le 01 41 84 84 50 pour toutes vos questions, contributions ou suggestions. Nos émissions sont suivies, comme vous pouvez le constater, de partout sur la plateforme Africa Web Radio. Honorable Rossi, bonjour et bienvenue. Comment se porte votre parti, les démocrates? Merci M. Senou de me redonner l'occasion de m'adresser à nos compatriotes à partir de vos studios. Je dois vous dire que les démocrates se portent bien malgré tous les coups de pied qu'on lui donne. Vous en recevez vraiment? Nous en recevons, et vous le savez, vous êtes journaliste. Vous savez que depuis un moment, nous sommes considérés comme des hors-la-loi, parce qu'on ne nous permet plus de parler à notre peuple. Pourtant, la loi vous confère une existence légale. Absolument, absolument. Et c'est ça le drame, c'est ça le drame. Ce qu'on refuse à Pierre, Paul et Jacques le font ouvertement et gaillardement. Mais ça fait partie un peu du système du régime en place, mais nous n'allons pas croiser les bras, nous n'allons pas nous décourager. Et le cadre de concertation des partis de l'opposition? Oui, c'était devenu nécessaire et depuis un moment, il a été mis en place pour faire face à la gouvernance actuelle du pays. Il est de bonne loi que tous ceux qui ne sont pas d'accord, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais toutes les raisons regroupées, tous ceux qui ne sont pas d'accord puissent s'entendre, se parler, s'écouter et s'organiser en vue des élections prochaines, des élections générales de 2026, et redonner un autre visage à notre pays. Mais depuis un moment, on entend moins parler de ce cadre. Il est toujours fonctionnel sur le terrain? Oh, il est plus que fonctionnel. Bon, le cadre, vous savez, le cadre ne peut même pas se réunir, aller faire des rencontres à l'intérieur du pays, mais le cadre travaille et je vois les courriers partir tous les jours. Le cadre travaille, ils se réunissent. Je dois dire que pour le moment, ça fonctionne très bien. C'est ça. Mais pourquoi vous refusez de vous conformer aux lois de la République et vous criez à l'acharnement à l'interdiction de vos activités sur le terrain? Bon, je ne sais pas s'il y a de nouvelles lois. Vous savez, ces gens qui ont eu la facilité de modifier les textes qui gouvernent le pays pendant la législature monocolore, ils auraient pu façonner tout ça. Parce que la loi dit que pour faire ces manifestations,
On n'a pas besoin de demander une autorisation. On a besoin d'informer l'autorité municipale, de prévenir la police pour qu'ensemble on prenne des mesures pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je ne sais pas que ça, c'est pas compliqué à faire. Et nous au-delà de ça, on demande même des autorisations. Donc moi je crois qu'on ne peut pas... Est-ce que vous le faites souvent dans le délai? Non seulement dans le délai, mais dans la forme. Et le temps que les autorités municipales, les maires, le temps, les préfets, le temps qu'ils remontent l'information pour attendre les instructions, c'est ça qui fait un peu le décalage. Sinon, on prend les dispositions, puisque nous savons dans quelle situation nous sommes, nous savons à qui et à quoi nous avons affaire. Donc, on fait tout pour rester dans les normes. Comment est-ce que vous comprenez ces interdictions au sein même de votre parti? Au sein de notre parti. Oui, comment est-ce que vous, lorsque chaque fois vous voulez faire un meeting, j'ai appris le cas de l'Okossa où une initiative était en gestation, mais malheureusement, elle a été étouffée par ce refus d'organiser l'activité. Oui, bien sûr, non. Moi, je n'en veux pas au maire, au commissaire. Bon, c'est la peur. Et je l'ai déjà dit une fois, un homme, c'est pas pour avoir peur. Un homme, c'est pour, comme le dit le penseur latin, cogito ergo sum. Je pense, je suis un homme et je pense. On doit faire les choses parce que ces choses vont les rattraper. Malheureusement, quelqu'un d'autre tient leur main pour poignarder l'adversaire. C'est eux qui répondront. Parce que c'est eux qui tiennent le couteau. Ça témoigne de ce que le régime est devenu très frileux. Très frileux parce que empêcher les gens d'aller parler, déjà qu'eux-mêmes ils pensent qu'ils font très bien. Ils font trop bien. C'est ce qu'ils disent? Oui, c'est ce qu'ils disent. Ils font trop. Vous ne l'écoutez pas de temps en temps? On a fait les routes, on a fait les marchés, on a fait ci, on a fait ça. Ce n'est pas vrai? Oui, mais c'est vrai, mais c'est déjà là, les gens voient. Mais est-ce qu'on a besoin encore de le dire tous les jours? Les gens voient. Et puis, je vous dirais que c'est bon. Le président Talon a fait des routes. Il a construit des marchés, même si les marchés-là ne sont pas aux normes des capacités de nos populations, nos vendeuses de tomates et de piments. Il a fait des choses. Ça, il faut le reconnaître. Il y a même ce fameux chantier qui est en cours chez vous à Tiémé. La construction de la route à Djaha à Tiémé. Bien sûr. Je dis qu'il a fait des choses. Ça, il ne faut pas le nier. Mais dit, on est au plan politique, lorsqu'un politique dit qu'il a tellement fait, il a fait ci, il a fait ça, est-ce que c'est mauvais en soi? Non, ce n'est pas... On ne s'attarde pas sur ces choses-là parce que, premièrement, il a levé le doigt pour faire quelque chose. Il n'a pas levé le doigt pour venir dormir à la marina. Il a levé le doigt pour faire quelque chose pour le pays. C'est dans son devoir. Dans son devoir. Il le fait. Bon, encore que, quand... Vous voyez, c'est ça qui fait un peu ma différence. Quand Yahi était là, c'est les mêmes personnes. Quand vous regardez les vieilles vidéos, c'est les mêmes personnes qui disent Yahi c'est un développeur, Yahi c'est un homme de vérité. C'est eux. Dès que Yahi n'est plus là, Talon est le meilleur qu'on n'a jamais vu, que le bon Dieu nous a amené. Dès que Talon va partir. Le prochain aussi sera le meilleur. Prochain, oui, parce que Talon a développé les voies dans les villes surtout. Et puis, bon, celui qui va venir, s'il n'a plus rien à faire, autant ne plus élire le président. C'est celui qui doit... mais les problèmes d'un pays, un président ne peut pas faire le millième. Il ne peut pas. Donc, il fait ce qu'il peut. C'est déjà bon. Il faut le lui reconnaître. À la seule différence que quand Yahi était là, on connaissait le coût des ouvrages et maintenant c'est top secret. On ne connaît pas combien ça nous coûte. Pourtant au lancement du chantier à Djaha à Tiémé, on a dit le coût 90 milliards. Ceux qui étaient là ou ceux qui ont suivi via les médias, ils s'en souviennent encore. Oui,
oui. C'est pour vous dire que les coups ne sont pas des top secrets tels que vous le dites? Non, les coups sont des top secrets. Quelques rares fois, on sort ça. Quelques rares fois, on les cache? Oui, pour la plupart, on ne les connaît pas. Et puis, vous savez, les histoires d'argent, c'est tellement tenu secret. Vous savez, personne n'a eu aucune idée de ce que les hommes politiques gagnent, le chef de l'État, les membres du gouvernement, les présidents d'institutions. Bref, Talon, il a fait des choses. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Alors, parlant des interdictions, pourtant, lorsque vous lisez les papiers souvent signés par les maires des communes ou leurs adjoints, c'est des interdictions qui sont motivées. On parle généralement de troubles à l'ordre public. Comment est-ce que vous prenez pour que, à chaque fois que vous initiez une activité, il doit y avoir trouble à l'ordre public? Mais est-ce que vous avez jamais eu un cas de trouble à l'ordre public à partir des meetings, des rassemblements de l'opposition? C'est ce que nous lisons. Oui, mais c'est ce qu'ils disent pour éviter. Mais ils n'ont jamais vu les troubles à l'ordre public. Au contraire, c'est eux qui viennent troubler l'ordre public quand ils envoient des policiers plein, les gens commencent à courir, gaz lacrymogène, matraque. C'est ça le trouble à l'ordre public. C'est eux qui viennent troubler l'ordre public. Les démocrates ne trouvent pas l'ordre public. Et au sein des démocrates, ce n'est pas des politiciens qui sont nés hier, ce n'est pas des gens qui sont nés hier, c'est des gens qui ont vu faire, qui ont fait, et qui sont là et qui veulent créer l'alternative. Donc, c'est des arguments, mais malheureusement, ça discrédite. Ça discrédite le régime, ça discrédite les commanditaires, ça discrédite notre pays. Notre pays connaît un véritable recul démocratique. C'est triste. C'est triste. Selon vous, le porte-parole quand même du gouvernement vous a tracé le chemin sûr, dit de saisir le juge de la chambre administrative. Est-ce que ce n'est pas une panacée qui vous donne en ce moment? Le porte-parole du gouvernement, bon, il a dit ce qu'il a dit. Mais nous avons en notre sein des juristes très avertis qui ne sont pas en train de dormir. Et ils sont en train de prendre les dispositions qu'il faut. Alors aussi, nous sommes à quelques 10 mois seulement des prochaines élections, mais il y a une accalmie, un calme qui règne dans tout le pays au plan politique. Comment est-ce que les démocrates s'organisent pour aborder ces échéances qui arrivent? Est-ce que vous y serez? Oh, absolument, nous y serons. Parlant de la présidentielle surtout. Bien sûr, nous y serons. Vous savez, nous avons appris à connaître le régime. Nous sommes pratiquement prêts. Mais si vous sortez le nom de quelqu'un maintenant, on va aller détecter un redressement de 20 milliards contre lui, on va faire ci, on va faire ça. Alors nous attendons, nous apprêtons beaucoup de gens. On a vu un nom circuler, un certain locaux qui serait prêt à aller aux élections pour défendre les couleurs de votre parti. Est-ce que vous confirmez l'information? Il est prêt. Bon, moi je ne le connais pas. Mais moi je ne suis pas encore prêt pour lui maintenant. Oui. Si le parti dit qu'il y a un loco qui sort de terre pour que les démocrates le soutiennent, si c'est ça la volonté du parti, nous en discuterons. Mais ce loco, je n'ai jamais entendu parler. J'ai vu ça sur WhatsApp, je ne le connais pas. Mais beaucoup de Béninois estiment qu'il n'y a pas un présidentiable, un potentiel candidat chez vous, et que ça va être difficile pour vous d'aller à cette élection présidentielle. Pourquoi il dit ça? Ils n'ont pas me dire le présidentiel qu'il y a en face de nous. Mais les présidents, mais en 2015, personne ne savait qui deviendrait président en 2016. Personne ne le savait. Oui, absolument. Mais en 2006, en 2005, personne ne savait que ce serait Yahya Bouni. Donc ces choses-là, bon, on ne voit pas de présidentiable. Non, moi je ne fais pas ce débat-là. Un président, si quelqu'un dépose ce dossier, nous estimons qu'il est bon, on va créer la dynamique autour de lui, on va le porter à la tête de l'État. Maintenant, on espère qu'il va écouter les autres parce que seul, on ne peut pas avoir toutes les idées pour gérer un pays. Seul, on ne peut pas. Sauf si on met tout le monde en prison, si on chasse tout le monde du pays. Mais pour gérer le pays, on s'entoure. C'est pour ça qu'il y a les ministères.
On trouvera. Le président de la République n'a pas besoin d'être un homme descendu du ciel, envoyé par Dieu. Et puis, Jésus, il a été envoyé par Dieu. Les gens l'ont crucifié, ils l'ont envoyé. Donc moi, je crois qu'il y aura quelqu'un. Il sera entouré d'une équipe et ça pourra marcher. Ça, beaucoup pensent à votre collègue député Éric Ondeté. Est-ce que la question de sa candidature est déjà agitée au sein de votre bureau? Non, aucune candidature n'est encore rendue officielle au niveau du bureau de la coordination nationale du parti. Ça met des noms circulent? Oui, des noms circulent. Bon, moi, je suis hors jeu, donc... Ah, vous êtes hors jeu? Je suis hors jeu. C'est la loi qui vous disqualifie, bien c'est vous-même qui n'avez pas... j'ai dépassé les 70 ans. Ah, peut-être que je vais voir mes collègues, on va trouver la formule une nuit pour réviser la Constitution. Je pourrais être candidat. Mais moi, je ne suis pas dedans, donc... Vous entendrez des noms, mais vous n'entendrez pas. Avant la présidentielle, aussi, il y a que nous irons aux élections générales qui réunissent les communales, les municipales et puis les législatives au sein de votre parti. Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'aujourd'hui, le parti est présent un peu partout? Vous aurez des candidatures partout pour pouvoir rafler tel que vous le dites? Parce que quand on vous écoute, souvent vous dites que c'est le parti du peuple. Non, tout le monde sait que c'est le parti du peuple. Maintenant, ce n'est pas le peuple qui organise les élections. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais non, nous, comme la dernière fois, on aura dans toutes les circonscriptions communales, municipales, on aura des candidats dans toutes les circonscriptions. C'est ça. Et d'ailleurs, la plateforme de l'opposition nous permettra encore de diversifier les candidatures. On aura des candidats partout. Ça, ce n'est pas un débat, ça va être une réalité. Vous comptez contrôler des mairies, contrôler des sièges au Parlement? Pourquoi pas? Moi, j'ambitionne de contrôler la mairie d'Atiémé, par exemple. Ah bon? J'ambitionne. Déjà? Mais c'est une ambition. C'est une ambition. Si les électeurs me donnent cette possibilité-là, oui. Je vais prendre la mairie d'Atiémé. C'est ça. Bon. Si c'est les autres qui prennent, tant mieux pourvu que Atiémé tourne. Donc dans le département du Mono, c'est Atiémé seul qui est dans vos viseurs? Non. J'ai Atiémé, j'ai Grand-Pau, j'ai Pomé. C'est ça. J'ai les trois, je vais me battre. Lokossa ne vous intéresse pas? Lokossa n'est pas trop dans mon champ d'action. Mais j'interviendrai à Lokossa. J'ai servi dans la 18e. C'est ça. J'interviendrai parce que en ma qualité de vice-président chargé du Mono, oui. J'interviendrai. C'est ça. Alors pour aller aux élections, c'est qu'il faut avoir un certain nombre, il faut régler des préalables. Et l'un des préalables, c'est que beaucoup appellent à la relecture du code électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes à l'Assemblée, au regard de tout ce qui se passe dans le pays, les appels qui viennent et de la société civile, notamment de l'opposition, c'est vrai, ceux de la mouvance en parlent très peu, est-ce que ces appels ont encore la chance ou des chances de prospérer? Oui, même à un mois des élections, à un mois du dépôt des dossiers, j'allais dire, on peut corriger, on peut relire le code électoral. C'est ça. Ça fera l'objet d'un consensus. Mais si c'est ceux qui ont créé ça, ceux qui ont fabriqué ce truc indigeste, si c'est eux qui doivent s'en occuper, c'est 6 mois au moins avant le dépôt des dossiers. Sinon, mais on ira, ça n'empêchera personne d'y aller. Hein. On verra. Avec ce code-là? Écoute, comme dit l'autre, l'oiseau qui appelle la pluie doit savoir que s'il pleut, lui-même sera mouillé. C'est clair. Voilà. Donc, vous voulez dire que les mouvanciers ne sont pas épargnés? Non, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et on en viendra, on en parlera tout à l'heure. C'est pour ça qu'on réfléchit à défaire des candidatures, mais on sera présent. Mais est-ce qu'en l'état, est-ce que vous pensez que les partis peuvent obtenir les 20% qu'on impose aujourd'hui par circonscription électorale? Si nous ne l'obtenons pas, les autres aussi ne l'auront pas. Ah, c'est ça? Non, ils ne l'auront pas. Mais eux, ils assurent qu'ils vont ils assurent qu'ils ils pensent à quoi en disant ça? À la fraude. Ils pensent à la fraude. Non. Fraude, hein? Oui, ils pensent à la fraude. Pensez à la fraude. Ah bon? Vous avez vu sur WhatsApp des gens estampiller des bulletins, tourner, et puis déchirer. C'est dans leur rang?
Mais nous, on n'était pas aux élections. C'est l'erreur de qui? Nous n'étions pas aux élections quand ça s'est produit. Bon, aujourd'hui, les gens savent que ils n'ont pas la faveur du peuple. Ils savent ça. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas que les démocrates parlent. Il ne faut pas que les démocrates... Pourtant, quand ils sortent, c'est une masse humaine qui les suit. Un jour, oui. On a vu, il y a eu un meeting au stade de l'Amitié. On a dit, il y avait près de 100 000 personnes. Que le président Zessoupé à son âme, oui. Elle a vu ça, il dit, donnez-moi les mêmes moyens, je vous ferai rassembler 200 000 personnes. Ah bon? Oui. Mais c'est eux qui ont les moyens. C'est eux qui ont les moyens, je dirais, extra-budgétaires. Donc, moi, que les gens viennent, et puis, que les gens aillent. Que les gens aillent. Ça va se constater dans l'isoloir. Ce que nous disons, ça va se constater dans l'isoloir. Ce n'est pas les meetings, tout ça. Nous ne sommes même plus tellement enclins à faire les meetings. On veut rassembler nos gens, leur expliquer certaines choses. C'est ça. D'accord. Sur le second volet des élections, c'est qu'il y a l'audit du fichier électoral. Ça a été aussi une doléance portée par l'opposition et une certaine société civile. Pendant longtemps, les mouvanciers n'étaient pas dans la logique d'aller à cet audit-là, mais finalement, ça a été accordé. Et aujourd'hui, le processus est en cours. Est-ce que l'opposition a un regard sur le travail qui se fait? Bon, l'opposition a un regard, non. On n'a pas besoin d'avoir un regard pendant que ça se déroule. C'est pas nécessaire. C'est le rapport qui vous... Il y a des experts neutres qui ont constitué un groupe qui s'occupe de cette activité. Oui. Et à leur tête, un grand nom de la société civile. Jean-Baptiste Elias. Oui, M. Elias Jean-Baptiste. Ça donne confiance à tout le monde. C'est ça. Ça donne confiance à tout le monde. Et je crois qu'ils feront le travail. Maintenant, l'attitude de partis de la mouvance qui ne cadre pas avec celle du chef de l'État, moi, ça me laisse penser à quelque chose. Le chef de l'État a donné son accord pour que demain, si par rapport aux élections, il y a des difficultés, on peut dire, pourtant, il était d'accord, il a donné pour le fichier. Moi je vois ça venir. C'est ça. Je vois ça venir. C'est pas neutre ce qu'il a fait. C'est pas neutre. Bon, mais l'équipe qui est là fera le travail jusqu'au bout. Alors, il y a votre collègue de l'opposition, le président national du parti FCBE, qui dit que c'est du gâchis et qu'on n'a pas besoin d'investir autant d'argent dans ce processus de l'audit pour avoir, disons, un fichier électoral fiable. Pourquoi il parle du gâchis? Moi, je ne sais pas. Est-ce que s'il lit la loi des finances, il y a des chapitres réservés à ces activités-là. Et c'est une activité nationale. La souveraineté d'un pays, tout ça la passe par là. Bon, vous avez dit qu'il est notre collègue de l'opposition. Hein? Oui. Ou bien FCBE n'est plus de l'opposition. Ah, d'accord. C'est moi qui vous informe. Parce que j'ai lu quelque part sur WhatsApp qu'il veut demander au chef de l'État de lui trouver des parrainages. Alors, moi je ne sais pas si l'opposition peut aller chercher parrainage chez le chef de l'État. En fait, c'est des idées qui me viennent comme ça. Mais comme vous venez de confirmer qu'il est de l'opposition... ce n'est pas ici qu'on confirme. Je prends acte. Je prends acte. Il est allé aux dernières élections législatives et présidentielles à ce titre-là. On se rappelle bien. Même il y a encore eu un autre duo qui est allé contre la mouvance, non? Bon, vous-même, vous voyez les choses. Il y a des choses. Et puis, le duo qui critiquait le second duo qui critiquait pendant la campagne, nous allons battre talon, le pays va être jeté. Et puis après, je les vois se fondre tout doucement dans le pays. Bon, c'est quand on théâtralise
la scène politique comme ça fait mal parce que nous sommes venus de loin pour atterrir en 1990. Et c'est triste qu'on se soit en train de reculer pour aller en dessous de 1990. Oui, c'est pas bon. Est-ce que tous y connaissent l'histoire? Oui, comme l'a dit la dernière fois quelqu'un, il faut qu'on commence à enseigner l'histoire de 60 à nos jours, dans nos écoles. Il faut qu'on commence à l'enseigner. Que nos enfants, que nos jeunes frères se l'approprient. Et puis que nous-mêmes, de temps en temps, qu'on nous le rappelle. Parce que il y a eu beaucoup de sacrifices pour arriver à 1990. C'est ça. Alors moi, je ne sais pas pourquoi on banalise ça. Et puis, soudainement, les gens ont retrouvé une certaine vigueur, un certain engouement pour la conférence nationale à travers les églises, les mosquées. Oui, c'est l'Union progressive, le renouveau. Oh, mais pendant longtemps, les mêmes types ont dit que la conférence nationale est dépassée. Il faut penser à autre chose. Et puis, brutalement, je les vois se promener dans les églises. C'est à l'occasion de l'anniversaire, du 35e anniversaire. Est-ce que c'est interdit? Pourquoi nous fêtons l'anniversaire de quelque chose pour lequel nous n'avons aucune considération? C'est ça le vrai problème, parce que si les gens avaient un petit respect, une petite mémoire pour ceux qui ont fait la conférence nationale, on ne serait pas en train de vivre ce que nous vivons. On ne serait pas en train de le vivre, tirer sur, tuer des gens à l'occasion des élections. On ne serait pas en train de vivre. Mais on fait tout ça et puis un matin on se réveille, on dit vive la conférence nationale. Et puis des intellectuels. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'ils auraient fait selon vous? Ils auraient continué de se taire. Ça leur ressemblerait mieux. C'est ça. Ça leur ressemblerait mieux que de faire ce qu'il faut. Ça dit, je ne sais pas comment, Chichavi, marionnette. Oui, la marionnette. On se met à danser parce que l'heure de la danse est venue. Même si on ne sait pas la musique qu'on joue, on esquisse des pas de danse, même si ça le rythme pas, c'est pas bon. C'est pas bon à voir. C'est pas bon à voir. Mais tout ça, c'est le fruit aussi de la réforme du système partisan. Mais système partisan, là, les gens évoquent ça. Moi, je cherche, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Mais le Bénin comptait plus de 200 partis politiques aujourd'hui. Avec la réforme, c'est faux. Le Bénin ne comptait pas plus de 200. Combien de partis étaient à jour pour aller aux élections? Il n'y en avait jamais eu plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Relisez l'histoire, il n'y en avait jamais eu plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Mieux. L'ancien code électoral, moi j'ai dit, c'était le meilleur pour notre pays. Est-ce qu'on ne veut pas ramener ça? L'article 7 de ce code électoral disait un parti qui n'a participé à aucune élection, à 2 élections successives, on lui retire l'agrément. Il n'est plus parti politique. Mais il suffisait de l'appliquer. Au lieu de rester là, dit, il y en avait 10 000, aujourd'hui on n'a que 3. Non, c'est les mêmes. Et puis, mieux, il y avait des alliances de partis qui marchaient très bien. On a dit qu'il n'y aurait plus d'alliances de partis. On a fait un jeu de mots, c'est devenu accord de gouvernance. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a aucun... Donc vous pensez qu'on évite d'utiliser les anciens mots? Oui, on crée de nouveaux mots. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Et moi je dis, celui qui est en train de faire, de manipuler, il sait pourquoi il le fait. Il sait où il va. Mais ça fait cette réforme que votre parti, les démocrates, est né aussi. Oui, mais les démocrates auraient pu naître plus facilement au lieu de naître par la césarienne. Ah, vous n'êtes né par la césarienne? Oh, bien sûr. Ça a été difficile. Oh, ça n'a pas été simple. Si le champ politique était libre, on serait né sans trop de difficultés. Mais vous avez vu, il y a des gens qui ont fait l'Union progressiste, qui s'appellera plus tard l'Union progressiste, le renouveau, et qui est peut-être devenu encore l'Union progressiste, je n'en sais rien. Mais ils ont fait leur congrès 2-3 jours, ils ont eu récépissé tout ça. Mais nous, vous avez souffert. Ah, c'était la croix et la bannière. Bon, de mois durant. Finalement, on a fini par l'avoir. Et puis, c'est l'essentiel quand même. C'est l'essentiel, mais qu'on laisse
l'Union progresse. Chacun a sa chance hein, dans la République. D'accord, d'accord. C'est leur chance. La République est une affaire de chance. C'est pas une affaire d'égalité, c'est tant mieux. Mais qu'on laisse les démocrates aussi se déployer sur le terrain. Et on verra, on comparera la force. Les démocrates, avec les autres partis de la plateforme de l'opposition, qu'on nous laisse nous déployer. On verra. On verra. On verra ce que pèsent les deux partis si à moi. Non, il n'y a pas que deux. Il y a aussi Moël Bénin, il y a aussi le parti de la ministre conseillère à la santé, Afiavi Prudencio. Oui, Moël Bénin encore, je trouve. Ayagi il se débat, mais bon, il est obligé de rester dans les limites qu'on lui trace. Hein. Ah bon? Oui, mais c'est une discipline du groupe. Il vient d'être promu aussi à un grand poste. Non, c'est pas ça. C'est un truc qu'on vient de faire, ministre, conseil, tout ça. C'est pour déranger les ministres en exercice. Ah, comment? Oui, c'est pour les déranger. Ils font quoi? Les ministres là. Ils sont sur le terrain. Ils viennent de sensibiliser la population. Mais alors, ça, c'est une équipe de propagande. Si les ministères sont dans les bureaux, les ministres plutôt sont dans les bureaux, face à des dossiers de la nation. Voilà. C'est pas dans la rue, c'est pas sur les chantiers, mais des casques, on se promène. C'est pas ça. Et puis, ça vient à un an de la fin de la guerre. Est-ce que c'est... On a voulu recaser quelques mécontents. Bon. Le président Talon, il est libre de gérer le pays, de prendre les dispositions qu'il veut pour faire avancer son programme. Mais moi, je trouve que ces choses-là. Et puis, il y a dedans des choses, des visages. Bon, elles sont tombées. C'est ça. Avançons. Alors aussi, malgré toutes les assurances du président Patrice Talon, il y a encore certains Béninois qui doutent de sa sincérité, pensent qu'il se prépare à faire un troisième mandat. Chez vous, au sein des démocrates, est-ce que vous doutez de sa bonne foi? Je vais dire quelque chose de très personnel. Oui. Je ne vais pas parler au nom des témoins. Moi, j'ai l'impression que le président Talon va partir en 2026. J'ai cette impression-là. Peut-être que je suis naïf, peut-être que je me trompe, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il va partir. Mais au même moment, il veut, il cherche à surveiller les élections. Il cherche à contrôler son après. Moi, je sens ça aussi. C'est légitime, non? Oui, c'est légitime si la gouvernance, pendant tout ce temps, avait préparé le lit à la chose. Ça ne serait pas... Aujourd'hui, on sent que c'est compliqué. C'est compliqué parce que autant que les mouvanciers sont, ils ont leur idée sur la chose, mais celui qui va en parler. Alors, c'est pas ça. Si on avait préparé la succession correctement, on ne serait pas là aujourd'hui. Et quelqu'un dit je vais être candidat, on le fout à la porte, on lui donne un coup de pied dans les fesses. Non. On a déjà vu ça. Mais qui est parti, pourquoi? Il a dit que Boko est le meilleur candidat. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont allés en prison? Non, je n'ai pas parlé encore de prison. Ah, d'accord. On parlerait de prison plus tard, s'il vous plaît. Mais on l'a foutu du gouvernement pour ça. Mais Adjambi. Oui, mais ça ne cadre pas avec la réforme. Quelle réforme? De quelle réforme vous parlez? La réforme du système partisan. Oh, non. La réforme veut qu'il y ait une dynamique de groupe et que désormais on ne va plus en rendre dispersé. Dynamique de groupe, est-ce que ça interdit les primaires? Mais dans les plus grands pays, il y a les primaires. Moi, je suis dans le groupe. Je veux être candidat. Je postule. Si je suis battu au primaire, ça s'arrête là. Vous prenez hâte. Je prends hâte, ça s'arrête là. Je suis celui que le groupe a décidé. Mais dès que ou bien quelqu'un d'autre dit ah, monsieur Sen veut être candidat, on vous chasse de Radio Lokosa. Mais pourquoi? Non, c'est ça la réforme. Non. Revenons sur terre et sachons que il n'y a pas de réforme du système partisan. Il n'y en a pas. Non, selon vous, ce qui va partir en 2026, mais il prépare. Je sens, moi je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir. Tel qu'il le répète,
les actes qu'il pose, bon, je le pense personnellement. Et s'il y a un débat au sein des démocrates, et qu'on m'amène des éléments qui peuvent me convaincre qu'il ne parle pas, je voudrais vous dire ici que je m'étais trompé dans mes analyses, mais là aujourd'hui, je pense qu'il va partir, mais je crois qu'il est inquiet pour sa succession. C'est ça. C'est votre analyse personnelle. C'est mon analyse. Mais les propos qu'il a tenus, les propos que le chef de l'État a tenus dans le magazine Jeune Afrique, comment cela vous inspire par rapport à ses amis d'hier, notamment Olivier Boucault? Vous pouvez me rappeler ce qu'il a dit? Bon, il dit qu'il était avec un monstre, mais il ne le savait pas. Oui. Et pour les détenus politiques, il dit que force doit rester à la loi. Donc, quelqu'un qui commet une faute, il faut qu'il en réponde devant la justice. Est-ce que c'est les seuls fautifs? Si c'est vraiment des fautifs, ça c'est la première chose. Et puis, par rapport au monstre que le chef de l'État aurait fabriqué, il y a un adage de chez moi qui dit que le poisson ne produit pas de silure et que le silure ne produit pas du poisson. Je ne dis pas plus là-dessus. Oui. Je ne dis pas plus là-dessus. Ah d'accord. Merci beaucoup. Alors récemment aussi, on a vu une sortie controversée ou diversement appréciée dans l'opinion publique de Maître Adrien Lodi. Et quelques jours après, vous lui avez rendu visite. Est-ce que c'est la suite des propos ou qu'est-ce qui motive ce déplacement que vous avez effectué vers lui? Mais je dois vous avouer que c'est la suite de ces propos. Parce que tout le monde souhaite une décrispation de la situation politique. À Ivor, et tous ces nombreux jeunes étudiants dont je ne connais pas les noms, comme Koumché, Liadi Soudou, j'ai noté. Mais c'est des enfants du pays. C'est des enfants du pays. Et je suis sûr que ce ne sont pas les plus gros pécheurs de la République. Je suis convaincu que ce ne sont pas les plus gros pécheurs de la République. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Même ceux qui les ont mis en prison. Tout le monde sait que Rekia et Aïvo sont allés en prison pour l'activisme politique. Ceux qui sont en exil, bon, on a essayé de trouver des choses. Il y a des gens, quand je regarde, ça ne leur ressemble pas à ce qu'on leur reproche. Mais tout le monde demande pour députer. Vous savez, en 89, rien n'imposait, rien n'obligeait Kérékou, avec son régime militaire, à faire entrer les exilés, à sortir les gens de prison. Mais ceux qui sont en train de faire des messes, de passer dans les mosquées, dans les trucs là, s'ils font ça, c'est parce que Kérékou a eu l'humilité et la bonté de cœur de faire revenir les exilés, de sortir les détenus politiques pour qu'on s'asseye, qu'on discute. Pour qu'il y ait la conférence nationale que les gens prétendent malicieusement fêter aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que... Faut pas que... Parce qu'on a vu l'effet de la conférence nationale. Le pouvoir est parti de Kérékou vers Sobota. Non. On ne demande pas que ce soit peut-être dans les mêmes formes. On a besoin de s'asseoir. On a besoin de s'asseoir parce que notre pays donne des soucis à ses citoyens et à ceux qui sont à l'extérieur. Nous avons des difficultés avec le Togo. Ne le cachons pas. À l'issue du passage, de l'arrestation de la présidente Rekia Madougou. Mais on a dit qu'il est venu avec des valises d'argent provenant d'un pays voisin. Et vous pensez que c'est le Togo? Oh, suivez mon regard, Madame Rekia a été acquittée directement le Togo pour être candidate. Bon, nos relations n'ont jamais été très bonnes avec le Togo. Pourtant, sous ce régime? Oui, sous ce régime, il faut le dire. Mais la frontière avec le Nigeria est restée fermée pendant plus de 2-3 ans. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui nous soupçonne
d'héberger des djihadistes pour les attaquer. C'est le Niger qui a sa frontière ferme. Il faut que ça cesse. Parce que c'est tout le pays qui en souffre. Même s'il y a certains qui n'en souffrent pas. Mais le pays en souffre. J'ai été douanier à Malanville. Mais c'est un drame ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est un drame. Moi, je dis, il faut qu'on s'asseye. Qu'on chacun jette ses idées. Et puis, qu'on remette le pays sur les rails. Parce que le pays a déraillé là. Oui, le pays a déraillé. Il faut qu'on le dise. C'est ça. Donc tout ça, fâché, on me dit, il était obligé de sortir de ses réserves. Ah, moi... Mais vous avez suivi les réactions au sein de la mouvance? Non, je sais qu'on a déclenché un lynchage ordurier. Médiatique. Oui, ordurier contre lui. Aujourd'hui, son parti PRD est toujours membre de l'Union progressiste, bien, puisque vous avez fait allusion à ça pour dire, bon, peut-être ça va revenir à... J'ai vu sur WhatsApp quelqu'un écrit UP, oui. Et puis il a mis beaucoup de points, puis il a mis le R minuscule au bout complètement. Qu'est-ce qu'il veut insinuer? Moi j'ai compris que ça veut dire que ce n'est plus UPR collé en caractère grand. Oui. Ce n'est plus comme ça. Et puis, la sortie de Mbeki, j'ai entendu des gens dire, Mbeki, oh, il n'y a plus de gens derrière lui, personne ne va plus l'écouter. Si Mbeki quitte l'Union progressiste, ça va faire mal, ça va faire très mal. Parce que le jour où il a parlé, quand vous avez vu le parterre de cadres qui étaient là pour l'écouter et devant lequel il a fait la déclaration, et qui sont retournés quelques jours après avec lui pour aller fêter l'anniversaire du décès de Moussa. On dit, mais Mbeki, il tient encore la troupe. Même le ton qu'il a utilisé. Oui, il tient encore la troupe. C'était un ton grave. Ah oui, Mbeki tient encore sa troupe. Maintenant, si les gens veulent confisquer le R, ils n'ont qu'à le garder pour en faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je crois que... Est-ce qu'il n'avait pas subi des représailles par hasard? Oh, à son âge, est-ce qu'il n'en avait jamais subi? Et puis, il va subir. Qu'est-ce que ça va lui... Moi j'ai dit la dernière fois, quand quelqu'un a appelé à m'assassiner, j'ai dit non, j'ai l'âge de mourir. Hein, parce que je dois vous dire, les gens avec qui j'ai fait le cours primaire, on est parti au collège, on est devenus fonctionnaires. Ils sont presque tous morts autour de moi. Donc c'est une grâce pour vous. Oui, c'est une grâce. Et j'ai dit aux gens, j'ai l'âge de mourir. Mais on me dit, il n'est pas de ma génération. En 2 générations, il y a au moins 10 ans. C'est votre frère né? Oui, de loin. De loin. Non, mais je crois que il s'est jeté dans la dernière bataille. Il s'est jeté dedans. Et moi, je le soutiendrai. Je le soutiendrai. J'irai encore chez lui. Parce que d'abord, la dernière fois que j'étais lui, mais il m'a dit des choses. J'ai réfléchi après, j'ai dit, mais c'est des subtilités que nous n'avons pas découvert en politique. Donc, il faut aller s'entendre sur le corps. Lui, Amoussou, Idi, le professeur Nago, oui. Même mon jeune frère Serruto, politiquement, il est largement au-dessus de moi. Mais il y a des gens que je vais aller écouter. C'est ça. Je vais de temps en temps le faire. Et j'irai chez Maître Moukri. Est-ce que lui, le chef d'État, il s'appelle encore? Vous lui avez demandé ça? Bon, la dernière fois que je l'ai vu, je crois qu'ils se sont appelés. Je ne sais pas s'ils se sont appelés après. Je ne sais pas s'ils se sont appelés après. Bon, ce serait une bonne chose s'il s'appelle. S'il s'appelle. Ce serait une bonne chose. Est-ce que vous pensez que l'appel de Mbeki sera entendu par les gouverneurs actuels du pays? Non. Qu'ils entendent, qu'ils n'entendent pas. Mbeki a lancé un appel que l'histoire retiendra. Oui. C'est ça. Et si nous ne voulons pas entrer dans l'histoire par la grande porte, c'est tant pis pour nous. Mais ce que Mbeki a dit, tout le monde le dit. Tout le monde le dit, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ça. Bon, et dès que vous parlez de ces choses-là, vous êtes devenu opposant. Non, ce raisonnement des gens qui ont leur cerveau rivé à leur ventre, ce raisonnement-là ne peut pas conduire un pays. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le président Diagonou et le président Abdoulaye Biotchane? C'est eux qui dirigent les partis de la mouvance, les grands partis, j'allais dire. Bon, on n'a pas de rapport particulier. C'est des gens que je respecte. Le président Biotchane, il n'est pas tombé de la dernière pluie en politique. C'est vrai, il se battait depuis, ça ne lui marchait pas.
Et avec les coudées de talons, ça marchait, il a émergé. Et puis je l'admire pour son calme, et sa maîtrise, la maîtrise de l'homme en toute situation. Il se précipite pas, il s'agit. Tout le monde lui reconnaît ça. Et ça, je salue. Bon, Maître Djogbenou, je peux dire que c'est un brillant avocat. Certainement un bon professeur d'université. Il est devenu professeur d'université bien après ma génération. Mais j'espère, mais en politique, je m'abstiens. Je m'abstiens parce que là... Vous pensez qu'il n'a pas sa place en politique? Oh, bon, je dis pas. Mais il tient bien là-bas, Pierre. Très bien, mention bien alors. Mais vous avez interrogé les gens de l'UPR? Parce que de temps en temps, il discute. Il a même fêté son anniversaire il y a quelques jours. Il a été célébré sur les réseaux sociaux. Mais en politique, c'est pas ces choses-là qui font la vérité ou la réalité. Ah bon? Non, moi je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui insultent, je prends l'exemple d'insultes à Diabon aujourd'hui. Diabon, si demain, Diabon devient président, c'est eux qui vont vous dire les meilleures qualités d'Adiabon que vous ne connaissez pas. C'est ça. C'est comme ça. Ils vont le, je sais pas, ils vont le déifier. Comment le faire là? Comment le faire là? C'est aujourd'hui que Dieu nous a envoyé un président, tout ça. Mais Dieu... Qu'on n'a jamais vu. Dieu dormait. Dieu c'est comme le cœur. Le cœur bat depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Le cœur ne s'arrête pas. Même en sommeil. Le cœur travaille toujours. Le bon Dieu ne ferme pas les yeux. Les autres fois, il ne nous avait... Bref, en tout cas, les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire, le jour où je deviendrai président de la République, mon anniversaire va être fêté peut-être même jusqu'aux Nations Unies. Donc, ces choses-là ne doivent pas nous faire croire que nous sommes populaires. C'est faux, c'est faux. C'est ça. Alors aussi, nous allons évoquer un autre phénomène qui frappe notre pays, le terrorisme qui se développe au nord du pays. Vous en parliez il y a un instant. On n'a pas trop senti votre parti se prononcer sur le drame qui frappe le pays. On a perdu beaucoup de nos compatriotes, notamment les militaires, les policiers qui sont au combat, qui sont au front là-bas, chaque mois avec son lot de dégâts humains. Est-ce que, en dépit de tout ce que le gouvernement fait, de tout ce qu'il déploie en termes de moyens de logistique, comment est-ce qu'il faut venir à bout de ce phénomène? Oui, mais je dois rectifier. Les démocrates pour saluer la mémoire de ceux qui sont tombés. Et chaque fois que des gens tombent, les démocrates réagissent. Au même moment, je dois dire que j'apprécie l'effort que le gouvernement fait. Mais c'est un domaine où il ne faut pas... C'est sensible. C'est très sensible. J'apprécie. Vous savez, les militaires, ils ne sont pas tous UPBR. Ils ne sont pas tous... Même le haut commandement militaire, ils ne sont pas tous UPBR. Il y en a qui sont démocrates, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Mais ils ne sont pas tous. Ça veut dire que parmi eux, il y a des gens qui peuvent être neutres. Mais quand on échange un peu avec eux, il est juste d'apprécier que le gouvernement ne néglige pas ce drame qui nous frappe. Cependant, il faut que le gouvernement ait une autre lecture de la situation. Les moyens seuls ne suffiront pas à régler le problème. De plus en plus, les terroristes ont des relais au sein de la jeunesse de ces zones-là. De plus en plus. Or, le calvaire, j'allais dire peut-être même le drame qui frappe ces jeunes qui font la culture des produits tropicaux. Le soja, l'acajou, ils produisent, ils ne sont pas libres de circuler, même pour sortir du champ, la police vous attend à la sortie de votre champ. Il y a même eu un drame le lundi dernier à Kalalé. C'est tous les jours, c'est tous les jours. Mais quand vous maltraitez les gens comme ça, quand vous ne permettez pas aux gens de se battre pour vivre,
mais ils tombent facilement dans la facilité. Et c'est pourquoi ces gens livré du carburant aux terroristes, ces jeunes, j'ai vu sur WhatsApp une quarantaine de jeunes couchés, les militaires autour, je ne sais pas s'ils voulaient les fusiller. Mais c'est des réalités. Si vous ne permettez pas aux gens de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour vivre, on est obligé d'orienter le soja et la cajou vers une direction, vers un seul exportateur à des prix qui ne leur permettent pas de rentrer dans les fonds qu'ils ont mis en place pour faire la production. Quand on ne règle pas ces problèmes-là en amont, le gouvernement consentit beaucoup d'efforts, mais j'ai des craintes. J'ai des craintes. Je sais qu'il fait beaucoup d'efforts, mais j'ai des craintes. Ah bon. J'ai des craintes. D'accord. Depuis 2 semaines environ, le fameux procès de Dahinvo, Ibn Dahinvo a repris au tribunal de Cotonou, cette fois-ci avec des déclarations, des déballages qui surprennent plus d'un. Les prévenus dans ce dossier ne reconnaissent même pas leur implication, ne connaissent même pas Dahinvo, ils ne se retrouvent pas dans le rapport que la commission a déposé. Qu'est-ce que, je sais que vous suivez cette actualité, qu'est-ce que cela vous dit lorsque, à une audience du genre, où un compatriote a dû être assassiné, oui, il faut dire, il a été assassiné dans des situations très floues jusque-là, qui ne sont pas clarifiées. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous savez, j'avais choisi de ne pas parler du dossier Dahinvo parce que Dahinvo, c'est ma famille maternelle. Ah, d'accord. C'est ma famille maternelle. Et j'avais beaucoup de baissements de cœur que je suis le procès. Bon, je me demande, c'est un dossier que je trouve sensible. Je trouve sensible. Un citoyen mort, il faut qu'on fasse la lumière autour. La première question que je me pose, c'est pourquoi nous attendons 9 ans pour aller sortir le dossier du fond du tiroir? La preuve ne s'y prête pas? Non, je dis parce que c'est un événement grave. Dès que le régime a changé, puisque dans les déclarations telles que je suis là, on soupçonne quelqu'un d'être à l'origine. Quelqu'un dont vous êtes près, c'est ça? Bien sûr, on soupçonne quelqu'un, mais pourquoi n'avoir pas sorti ça tôt? Alors, ça me fait aussi penser, à la veille des élections de 2019 ou 20, je ne sais plus, on est venu à la télé avec des caméras, des projecteurs, dossier Assemblée nationale, siège de l'Assemblée nationale. Alors, mais pourquoi c'est seulement la veille des élections qu'on vient sortir ces choses, beaucoup de tapage, beaucoup de bruit autour? Il ne faut pas instrumentaliser la mort d'un citoyen. Il ne faut pas instrumentaliser. Je souhaite que la vérité éclate. Mais au même moment, quelque chose me dit que la piste vers laquelle on est en train d'orienter la vérité, que Dieu fasse qu'on trouve la vérité au bout de cette piste. Beaucoup souhaitent que d'autres dossiers d'assassinat qui sont toujours dans les tiroirs de la justice. Mais écoutez, c'est ça aussi, notamment le cas du juge Corvi. Mais vous marchez sur ma langue. Et vous savez, Dahinvo n'était pas plus important que le juge Corvi. Hein. Pas du tout. Mais le juge Corvi, Dahinvo a disparu. Et on ne le reverra certainement plus. Mais le juge Corvi, on sait comment il est mort. Il est mort de façon très atroce. On l'a sauvagement assassiné. Bon. On a déposé son corps dans oui, les gens, l'autopsie, ce que ça a révélé, arracher le sexe, brûler. Bon, on ne sait pas comment lui il est mort. Mais ça nous préoccupe tellement, tant mieux. Mais juge Corvi, mais c'est là, il faut qu'on nous en parle.
Il faut qu'on nous encadre. Parce que les gens qui sont proches de cette affaire criminelle, nauséabonde, que nous récupérons, que nous essayons de hisser, ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien pour le moral. Et ce n'est pas bien non plus pour la morale. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tous les cadavres qui sont dans les tiroirs, qu'on les sorte. Qu'on les sorte. Je veux l'affaire d'Aïnvo, mais je veux toutes les autres affaires. Mais à la où les choses évoluent, est-ce que ça ne va pas ébranler l'affaire d'Aïnvo, votre parti, les démocrates? Non, pourquoi? Parce que D'Aïnvo a disparu avant la naissance des démocrates. D'Aïnvo avait déjà disparu avant la naissance des démocrates. Donc les démocrates n'ont rien à y voir. Alors, il y a une rumeur qui circule sur votre proximité avec le régime en place. Certains sont jusqu'à le dire que Laurent Rossi aurait, je me sens professionnel, aurait reçu de l'argent d'un membre du gouvernement pour rallier la mouvance. Est-ce que c'est vrai? Oh, vous savez, je sais de quoi vous parlez. Moi-même, j'ai appris. Et c'est né dans la 18e ici. Ah bon? Oui. Bon, il faut dire les choses. Et puis, oui, c'est né dans la 18e. Et puis, on parle de qui? On parle du ministre Wadayi. On parle du ministre Wadayi qui m'aurait donné beaucoup d'argent parce que... Non. C'est lui qui finance vos activités? Non, mais 2023, il a financé des gens autour de moi. Ah bon? Des gens contre moi, il a financé. Il ne vous dira pas non. Ça ne m'a pas gêné. Et puis, c'est de bonne loi si le ministre du gouvernement Talon finance des candidats des partis de Talon. Non, de chez lui. Et puis de chez lui en plus. Mais il a quel intérêt à financer à Rossi? Et puis les questions d'argent, ça revient de temps en temps, c'est des gens qui me connaissent très peu. Moi, si je veux de l'argent, je vais aller à la mouvance. Personne ne m'a... Je n'ai pas signé un engagement pour être à l'opposition. J'irai où je veux si je veux de l'argent. Mais et puis, vous savez ceux qui le disent. Ils ont eu une histoire avec l'argent. Je les ai... À quelle fin ils vont le dire? C'est pour vous savez... Parce que vous dites que c'est la 18e. Oh, vous n'êtes pas souvent élu dans la 17e. Dans la 18e, pardon. Justement, mais ça vient de la 18e. Je sais ceux qui disent. On est venu me le rapporter. Il y a des gens qui ont eu certains ont eu des conflits avec l'argent pendant l'affaire USL. Et puis, d'autres. Le président Nago a amené des gens en politique. C'était bien, mais en partant, il a laissé ceux qui ne pouvaient plus lui être utiles. Et c'est là avec nous. Et moi, je vois ces gens-là. Bon. Mais on va se battre pour que le parti se consolide. Les histoires d'argent, je vous dis, je n'ai pas de conflit avec l'argent. Parce que là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas de besoins cruciaux d'argent. Je n'en ai pas. J'ai fait ma carrière, j'ai eu ma retraite, j'ai de quoi vivre encore pendant 30 ans. Et Dieu seul sait que c'est pas sûr dans 30 ans que je sois encore là. Manger quoi? De la pâte recyclée. Oui, à notre âge, il ne faut pas prendre du caviar. Vous ne pouvez pas la viande du bœuf? Non, oh là, même vous, je ne vous le conseille pas. Donc, à notre âge, les petites choses qu'on prend là, j'ai l'argent pour le prendre. J'ai fait des petites réserves. Je n'ai plus d'enfants à charge. Ah, d'accord. Je n'en ai plus à charge. Mais il y a les petits-fils. Les petits-fils sont à la charge des fils. Pour moi, c'est pas pour ça que moi, je ne vais pas manger mon moment, tout ça. Et puis, ces gens-là qui ne raisonnent que par rapport à l'argent. Je crois que je vais demander à l'école du parti qu'on les convoque pour leur faire un petit cours d'éducation. Non, ils sont même de votre parti. Oui, c'est des gens qui n'acceptent pas certaines situations. Mais moi, je dis, en politique, on ne peut pas tout accepter. Et puis, il y a des courants divergents.
Au sein des partis, il y a des courants divergents. Aux démocrates, ce courant divergent là s'exprime. Ailleurs, c'est pas possible qu'ils s'expriment. Mais chez nous, ça s'exprime. Donc, moi, je crois que je les laisse. Je connais un peu ces gens-là. Ils ne me dérangent pas. Et puis, les gens les connaissent. D'accord. Alors aussi, je ne trahis aucun secret en disant que vous êtes d'Atchanou, c'est votre arrondissement. Je suis d'accord. Il y a une dynamique en cours là-bas qui finance les activités de l'éducation, activités scolaires notamment au primaire. Sans que vous mettez en retrait de ces activités-là. Est-ce que on sait que vous faites beaucoup ailleurs. Pourquoi chez vous, vous ne laissez pas des empreintes? Non, vous me donnez l'occasion de remercier. Je crois que vous parlez. Il y a une équipe de suivi de l'éducation dans l'arrondissement d'Atchanou. Je crois que vous parlez de ça. Tout à fait. Non, je voudrais vous demander de joindre votre voix à la mienne pour les remercier de ce qu'ils font. Ah d'accord, ils entendent déjà. Oui, mais dire que je ne fais rien, malheureusement ou heureusement, je ne fais pas des actions WhatsApp. Je ne fais pas des actions WhatsApp. C'est ça. Et ce que je fais en direction de l'école, ce que j'ai fait depuis 2, 3, 4, 5 ans en direction de l'école dans l'arrondissement d'Atchanou, bon, c'est autant que ce qu'ils font. C'est vrai que eux, ils ont réussi à amener dans Atchanou des énergies qui ont abandonné leur arrondissement pour venir les soutenir. C'est bon. Mais je fais. Je ne veux pas que ça soit sur WhatsApp. Je discute de temps en temps avec le chef de la circonscription scolaire. Ah, j'ai appris que dans tel village, tel maître, le directeur, vient une fois par semaine. Est-ce que vous pouvez vérifier? Trouver des formules. Il le fait, et puis c'est un chef de circonscription qui ne se fatigue pas. Il est de la commune même. C'est la dernière fois que j'ai appris. Il ne se fatigue pas, il se bat. Et puis, lui, il sait ce que je fais. C'est ça. Bon, je ne veux pas que ce soit sur WhatsApp. C'est tout mon problème. Je ne veux pas. Mais je fais. Moi-même, je sais que je fais. Je fais. C'est ça. D'accord, merci. Honorable aussi, il a intervenu récemment à l'Assemblée nationale le vote sur la loi 4 sur la chefferie traditionnelle, la royauté. Comment est-ce que vous avez procédé? Aujourd'hui, il y a assez de bruit un peu partout dans le pays. Certains qui se sentent vraiment écartés de la chefferie traditionnelle ou de la royauté. Ou là où il y avait de royauté, on a transformé ça en chefferie. Merci, M. Senou. Vous savez, c'est un dossier éminemment politique. Oui. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est un dossier politique, c'est dommage ce qui s'est passé. Ça n'a pas frustré que les rois et les chefs traditionnels. Ça a frustré même les députés et les bruits de couloir que nous enregistrons à l'Assemblée sont terribles. Moi, je connais quand j'étais tout petit, je connais le royaume des Sakwe. Oui, tout à fait. Je connais le royaume des Sakwe et j'ai longuement attiré l'attention du président du bureau de l'Assemblée nationale dessus. Bon, malheureusement, il ne peut pas prendre les décisions seul. Je crois qu'il a été sensible à mon appel, mais il n'a pu rien faire. Il y a eu beaucoup de cas. Mais cette façon de politiser les choses. Mais qu'est-ce qui urge? Est-ce qu'on ne pourrait pas patienter, recueillir tous les avis un peu partout avant d'aller de consulter la plupart des couches? Je crois que le gouvernement est dans un schéma. Puisque c'est un projet de loi. Ce n'est pas l'Assemblée qui a proposé. C'est le gouvernement qui a envoyé. Oui. Et vous savez que le chef de l'État a dit que les projets qu'il envoie, il faut que les députés votent les yeux fermés. Ah bon, c'est ce que vous faites? Bon, moi, je ne ferme mes yeux que quand je dors. Donc, c'est pour ça que moi, je ne vote rien les yeux fermés. J'ouvre mes yeux. Mais malheureusement, j'appartiens à une minorité qui n'a pas la décision. Sinon, cette loi-là. Bon, moi, je crois que nous allons rassembler nos voix. Parce que ça crée des dégâts au sein de la mouvance et de l'opposition. On va rassembler nos voix
moi je vais le suggérer pour qu'on demande au chef de l'État une seconde lecture. Voilà. Une seconde lecture. Il le faut. Parce que ça dérange plus que ça n'arrange. L'adversaire a peur. L'adversaire a peur. Qu'il retienne que nous irons aux élections. L'adage de ce que Maître Ngbedia dit quand il faisait l'alliance avec UP, il dit que c'est l'animal, j'oublie, qui faisait traverser le scorpion, qui faisait traverser la rivière au scorpion. Il dit si le scorpion me pique, nous tous nous allons nous noyer. Les stratagèmes qui sont en train de développer, ça va nous noyer tous, ou ça va nous sauver tous. Je demande aux démocrates de rester confiants, avec beaucoup d'espoir en l'avenir, parce que, comme le disait le président Sankara, nous vaincrons. C'est sur ces mots d'espoir et d'engagement de l'invité, comme Léon Rossi, député à l'Assemblée nationale, 9e législature, 2e vice-président du Parlement et 3e vice-président du Parti Les Démocrates, que nous refermons cette production, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Avec lui, on a fait un peu le tour des grosses questions d'actualité relativement aux élections générales à venir, à l'audit du fichier électoral, au code électoral également. D'autres questions d'actualité étaient au menu de cette émission. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Bon dimanche, on se retrouve dimanche prochain.